potentiel des vidéos qui vont sortir. Voilà, je vais essayer de pas trop en sortir, enfin je vais essayer de diversifier un peu, mais en ce moment c'est ma cam, c'est mon hobby du moment. Donc voilà, c'est les vidéos qui vont sortir le plus. Donc bah voilà, si vous aimez ça, bah n'hésitez pas à liker, commenter, surtout si vous avez des idées d'affaires, de criminels ou de voilà de crimes que vous voudriez, enfin dont vous voudriez que je parle, voilà que vous voudriez que j'aborde. Et si vous voulez que j'en fasse une vidéo, bah dites-le moi dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous. Voilà. Je vais pas le dire souvent, mais voilà, vous connaissez. Voilà. Sans plus tarder, sans plus tarder, sans plus tarder, sans plus tarder. Bon, vous le savez déjà, on va parler de Ted Bundy. Voilà, je pense que cette vidéo va être peut-être un peu longue. Je sais pas, je vais essayer de pas faire trop long. Mais si c'est long, tant pis. Donc, pour pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Il a agressé et assassiné de nombreuses jeunes femmes durant les années 70 et peut-être même avant, parce que bah, ils savent pas s'il a tout avoué ou pas. Non content d'enlever et de violer ses victimes, il a également pratiqué des actes nécrophiles sur leurs cadavres en prison. Après une décennie à nier les faits et peu de temps avant son exécution, il a admis avoir commis une trentaine d'homicides dans 7 États américains entre 1974 et 1978. Ouais, une trentaine en même pas 4 ans. Même si le nombre exact de ses victimes reste inconnu, mais ça pourrait être beaucoup plus qu'une trentaine. Aux yeux des jeunes victimes féminines, Bundy apparaît comme un homme de belle apparence et charismatique. Il met en avant ses traits de caractère pour gagner leur confiance. De manière générale, il approche ses victimes dans des lieux publics feignant une blessure ou un handicap ou se faisant passer pour une figure d'autorité, avant de les intimider et de les agresser dans un endroit plus isolé. Parfois, il est retourné sur les scènes de crime pour y commettre des actes sexuels sur les corps en décomposition, jusqu'à ce que la putréfaction et la destruction par les animaux sauvages rendent toute pratique impossible. Je vais essayer de pas trop faire de commentaires parce que sinon ça va rallonger l'histoire. D'ailleurs, vous-même vous savez ce que je pense. Il a décapité au moins 6 de ses victimes et gardé quelques-unes des têtes tranchées dans son appartement pendant un certain temps en guise de souvenir. À de rares occasions, il s'est introduit par effraction dans la maison de ses victimes au milieu de la nuit et les a tuées à coups de matraque durant leur sommeil. Initialement incarcéré dans l'Utah en 1975 pour charge d'enlèvement aggravé et tentative d'agression criminelle, Ted Bundy a été suspecté pour de nombreux cas d'homicides non résolus dans plusieurs États américains. Accusé de meurtre dans le Colorado, il y a organisé et réussi 2 évasions spectaculaires. 1977, arrêté en Floride en 1978
biographes Stephen J. Michaud et Hugh Hainesworth, qu'il avait lui-même trouvé le certificat. La biographe et écrivaine Anne Rule, 1931-2015, qui connaissait Bundy personnellement, croit qu'il a localisé son acte de naissance original au Vermont en 1969. Bundy exprima une rancœur envers sa mère tout au long de sa vie pour lui avoir menti à propos de ses véritables parents et de lui avoir laissé découvrir lui-même. Alors que Bundy parla en bien de ses grands-parents dans quelques entrevues et dit à Anne Rule qu'il s'identifiait, respectait et s'accrochait à son grand-père, Ted et d'autres membres de la famille dirent à des avocats en 1987 que Samuel Netsch Cowell était une brute tyrannique et un sectaire qui haïssait les Noirs, les Italiens, les catholiques, les Juifs, et les Juifs en plus de battre sa femme et le chien de la famille, ainsi que de lancer les chats du voisinage par leur queue. Un jour, il poussa même Julia, la sœur cadette de Louise, dans l'escalier pour s'être réveillée trop tard. Parfois, il s'adressait tout haut à des présences invisibles. Au moins une fois, Samuel Cowell entra dans une rage violente lorsque la question de la paternité de Ted fut soulevée. Bundy décrivait sa grand-mère comme étant une femme timide et obéissante qui périodiquement se soumettait à l'électroconvulsivothérapie pour cause de dépression et d'agoraphobie vers la fin de sa vie. Ted montrait à l'occasion un comportement troublant et même en jeune âge. Julia se souvient s'être réveillée un jour après une sieste entourée de couteaux de la cuisine des Cowell. Son neveu de 3 ans était debout près du lit, souriant. En 1950, Louise changea son nom de famille Cowell pour Nelson, enleva son premier nom, Eleanor, et à la demande urgente de nombreux membres de la famille, quitta Philadelphie avec son fils pour aller vivre avec les cousins Alan et Jane Scott à Tacoma, dans l'état de Washington. En 1951, Louise rencontra Johnny Culpeper Bundy, un cuisinier d'hôpital, à une soirée pour adultes célibataires à l'église First Methodist de Tacoma. Ils se marièrent plus tard cette année-là et Johnny Bundy adopta légalement Ted. Johnny et Louise eurent 4 enfants et bien que Johnny Bundy ait essayé d'inclure son beau-fils lors de sorties de camping ou d'autres activités en famille, Ted demeurait distant. Il se plaignit plus tard à sa petite amie, affirmant que Johnny n'était pas son vrai père, qu'il n'était pas très intelligent et qu'il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Les souvenirs de Tacoma chez Ted Bundy varient d'un biographe à un autre. À Michaud et Ainsworth, il racontait vagabonder dans les voisinages, fouillant dans les poubelles, à la recherche de photos de femmes nues. À l'avocate Polly Nelson, il disait parcourir des magazines de détectives, des romans criminels, des documentaires sur des crimes authentiques, à la recherche d'histoires impliquant de la violence sexuelle, particulièrement lorsqu'illustrées de photos de personnes décédées ou de corps mutilés. Toutefois, dans une lettre à Rule, il affirma qu'il n'avait jamais lu de magazine de faits de détective et qu'il frissonnait à l'idée que quelqu'un le ferait. À Michaud, il affirma consommer de grandes quantités d'alcool et qu'il sondait la communauté tard la nuit, à la recherche de fenêtres sans rideaux, où il pouvait observer des femmes se déshabiller ou n'importe quoi d'autre qu'il aurait pu voir. Les descriptions de sa vie sociale varient également, dit à Michaud et Ainsworth, qu'il choisit d'être seul à l'adolescence parce qu'il était incapable de comprendre les relations interpersonnelles.
aérienne dans un grand aquarium. Son seul passe-temps significatif était le ski, qu'il pratiquait avec enthousiasme en utilisant de l'équipement volé et des billets falsifiés. Durant sa scolarité dans le secondaire, il fut arrêté au moins à 2 reprises sur des soupçons de cambriolage et de vol de véhicules lorsqu'il atteignait 18 ans. Les détails de ces incidents furent rayés de son dossier, comme c'est l'usage dans l'État de Washington et de la plupart des autres États américains. À la fin de ses études secondaires en 1965, Bundy passe une année à l'université de Puget Sound avant de changer pour l'université de Washington en 1966 pour étudier le chinois. En 1967, il développe une relation avec une autre étudiante, identifiée dans les biographies de Bundy par plusieurs pseudonymes, le plus commun étant Stephanie Brooks. Au début de l'année 1968, il quitte l'université et occupe une série d'emplois aux salaires minimales. Cette même année, il est également bénévole au bureau de Seattle de la campagne présidentielle de Nelson Rockefeller. Et en août, il est présent à la convention nationale du Parti républicain à Miami Beach en tant que délégué de Rockefeller. Peu de temps après, Stephanie Brooks met fin à leur relation et retourne au domicile familial en Californie. Frustrée par ce qu'elle décrit comme étant l'immaturité et le manque d'ambition de Bundy, la psychiatre Dorothy Lewis décrira plus tard cette crise comme probablement un moment décisif de son développement. Dévasté par le rejet de Stephanie, Bundy se rend au Colorado et plus à l'est, rendant visite à ses parents dans l'Arkansas et à Philadelphie, et s'inscrit même pour un semestre à l'université Temple. C'est à ce moment, au début de 1969, Bundy, selon ce qu'on croit, se rend au bureau des actes de naissance à Burlington, et qu'il obtient confirmation de l'identité de ses vrais parents. De retour dans l'État de Washington à l'automne 69, il rencontre Elizabeth Klopfer, une femme divorcée d'Ogden, dans l'Utah, qui travaille comme secrétaire à l'école de médecine de l'université de Washington. Leur relation houleuse se poursuivra bien après son incarcération initiale dans l'Utah à l'été 1976 et à la mi-70. Maintenant concentré et axé sur un objectif, il s'inscrit à l'université de Washington, cette fois à la majeure en psychologie. Il devient un étudiant brillant, bien vu de ses professeurs. En 1971, il accepte un emploi au service d'assistance suicide dans un centre de crise à Seattle. Là, il rencontre et travaille avec Anne Rule, une ancienne policière et aspirante écrivain qui deviendra plus tard l'auteur d'une des biographies les plus fouillées de Ted Bundy, The Stranger Beside Me. On ne voit rien de troublant dans la personnalité de Bundy à ce moment, le décrivant comme étant gentil, attentionné et empathique. Après avoir obtenu un Bachelor of Arts de l'Université de Washington avec distinction en juin 1972, Bundy se joint à la campagne de réélection du gouverneur républicain Daniel G. Evans. Étudiant à l'université, il suit comme son ombre l'adversaire de Evans, son prédécesseur Albert Rossellini, allant jusqu'à enregistrer son discours d'inauguration de campagne pour qu'il soit analysé par l'équipe de Evans. Après la réélection de Evans, il est engagé en avril 1973 comme assistant de Ross Davis, le président du Parti républicain de l'État de Washington. Davis a une bonne opinion de Bundy, le décrivant comme intelligent, agressif et quelqu'un qui croit au système. Début de 1973, malgré les résultats médiocres au test d'admission, Bundy est accepté aux facultés de droit de l'université de l'Utah grâce aux lettres de recommandation de Evans, Davis et plusieurs professeurs de psychologie. Durant une excursion professionnelle à Sacramento pour le Parti républicain à l'été 1973, Bundy reprend contact avec son ex-petite amie, Brooks,
à plusieurs reprises à Seattle pour y séjourner avec lui. Il évoque le mariage. Il la présente un jour à Davis comme sa fiancée. Au mois de janvier 1974, en revanche, on subitement tout contact avec Brooks. Les appels téléphoniques et les lettres de cette dernière restent sans réponse. Réussissant à le joindre par téléphone un mois plus tard, Stephanie demande pourquoi Bundy a mis fin à leur relation sans explication. Sur un ton monotone et calme, il répond: Stephanie, je n'ai aucune idée de ce que tu veux dire, et raccroche. Elle n'aura plus jamais de ses nouvelles. Plus tard, il explique: je voulais seulement me prouver à moi-même que j'aurais pu l'épouser. Cette rupture avec Stephanie sera un tournant dans sa vie. À peu près au même moment, Bundy commence à ne plus suivre ses cours à la faculté de droit, puis cesse complètement d'y assister. Au mois d'avril, alors que des jeunes femmes commencent à disparaître dans le nord-ouest des États-Unis, il n'y a pas de consensus sur le moment et le lieu où Bundy a commencé à tuer. Il raconte différentes histoires à différentes personnes et il refuse de divulguer les spécificités de ses premiers crimes. Même lorsqu'il avoue une douzaine de meurtres commis plus tard, détail sordide à l'appui, durant les jours précédant son exécution, il dit à Polly Nelson que sa première tentative d'enlèvement date de 1969 à Ocean City, dans le New Jersey, mais qu'il n'avait tué personne avant 1971 à Seattle. Par ailleurs, il dit au psychologue médico-légal Art Norman qu'il a tué 2 femmes à Atlantic City, toujours dans le New Jersey, en 1969, alors qu'il visitait de la famille à Philadelphie. En s'adressant aux policiers, il fait allusion à un meurtre à Seattle en 1972 et à un autre en 1973, impliquant un autostoppeur près de Thamwater, Washington, mais refuse d'entrer dans les détails. La chanteuse Debbie Harry affirme lui avoir échappé pendant l'été 72. Rule et Keppel croient tous les deux que Bundy a probablement commencé à tuer à l'adolescence. Certains éléments suggèrent qu'il aurait enlevé et tué Anne-Marie Burr, âgée de 8 ans, à Tacoma en 1961, alors qu'il était âgé de 14 ans. Mais il nie ces allégations à plusieurs reprises. Ses premiers homicides documentés sont commis en 1974 à l'âge de 27 ans. Pendant ce temps, il a de son propre aveu acquis la maîtrise des aptitudes dont il avait besoin avant que n'apparaissent les techniques d'empreinte génétique, afin de ne laisser qu'un minimum de preuves sur les scènes de crime. Peu après minuit, le 4 janvier 1974, à peu près au même moment où il met fin à sa relation avec Brooks, Bundy entre dans la chambre en sous-sol de Johnny Lance, 18 ans, danseuse et étudiante à l'université de Washington. Après l'avoir frappé à la tête avec un tuyau en métal provenant de la base de son lit, il l'agresse sexuellement avec un spéculum, provoquant d'importantes blessures internes. Elle demeure inconsciente pendant 10 jours, mais survit avec des lésions permanentes au cerveau. Un mois plus tard, de nouveau tard dans la nuit, Bundy entre par effraction dans la chambre de Linda Ann Healy, une étudiante de premier cycle à l'université de Washington qui, le matin à la radio, annonce les rapports météorologiques pour les skieurs. Il la bat jusqu'à ce qu'elle soit inconsciente, l'habille avec un jean, une blouse blanche et des bottes et la transporte ailleurs. Des étudiantes continuent de disparaître au rythme d'environ une par mois. Au mois de mars, Donna Gail Manson, une étudiante de 19 ans à l'Evergreen State College d'Olympia, environ 95 km au sud-ouest de Seattle, quitte son dortoir pour se rendre à un concert de jazz sur le campus et n'en revient jamais. En avril, Susan Helen Rancourt disparaît alors qu'elle se rend à un film après une rencontre en soirée avec son conseiller à la Central Washington University d'Ellensburg, à 175 km au sud-est de Seattle. 2 étudiantes à Central Washington se rendent au commissariat de police plus tard pour signaler 2 rencontres. Une la journée de
reverra jamais. Les agents de l'unité des crimes contre la personne du département de police de Seattle deviennent de plus en plus inquiets. Il n'y a pas d'éléments tangibles et les femmes disparues ont peu de choses en commun, mis à part le fait qu'elles sont jeunes, attirantes, étudiantes de cycle supérieur et d'apparence européenne, aux cheveux longs séparés par le milieu. Le premier, Brenda Carol Ball, 22 ans, disparaît après avoir quitté la Flame Tavern à Burien, près de l'aéroport international de Seattle-Tacoma. On la voit pour la première fois en train de discuter dans un parking avec un homme aux cheveux bruns avec le bras en écharpe. Au petit matin du 11 juin, Georgian Hawkins disparaît alors qu'elle marche le long d'une allée bien éclairée entre la résidence de dortoir de son petit ami et sa maison de l'association étudiante. Le matin suivant, 3 enquêteurs de Seattle et un criminaliste passent au peigne fin l'allée entière mais ne trouvent rien. Après que la disparition de Hawkins est rendue publique, des témoins rapportent avoir vu un homme cette nuit-là dans l'allée derrière un trottoir tout près. L'homme avait des béquilles, portait un plâtre chirurgical à la jambe et avait de la difficulté à transporter une mallette. Une femme raconte que l'homme lui a demandé de l'aide pour apporter la mallette à sa voiture, une Volkswagen coccinelle encore. Durant cette période, Bundy travaille au ministère des services d'urgence de l'État de Washington à Olympia, une agence gouvernementale impliquée dans la recherche des femmes disparues. Là, il rencontre et fréquente Carol Ann Boone, une mère de 2 enfants divorcée à 2 reprises et qui, 6 ans plus tard, jouera un rôle important dans sa fin de vie. Les signalements des 6 femmes disparues et de l'attaque brutale de Lance apparaissent partout dans les journaux et à la télévision, dans les États de Washington et de l'Oregon. La peur se répand au sein de la population. Les jeunes femmes abandonnent rapidement l'autostop alors que la pression sur les agences judiciaires augmente. Le manque d'éléments entrave leur travail. La police ne peut pas révéler aux journalistes le peu d'informations qu'elle détient, par peur de compromettre l'enquête. Plus de similarités entre les victimes sont tout de même notées. Toutes les disparitions surviennent la nuit, habituellement près d'un site en cours de construction, moins d'1 semaine avant les examens de mi-session ou de fin d'année. Toutes les victimes portent des pantalons noirs ou des jeans bleus. De plus, sur la plupart des scènes de crime se trouve un homme portant un plâtre ou une écharpe conduisant une coccinelle de marque Volkswagen. La série de meurtres de la côte nord-ouest culmine le 14 juillet avec la disparition de 2 femmes en plein jour sur une plage bondée du lac Sammamish à Issaquah, à environ 30 km à l'est de Seattle. 5 témoins féminins décrivent un beau jeune homme portant un ensemble de tennis blanc avec le bras gauche en écharpe et parlant avec un léger accent, peut-être canadien ou britannique. Se présentant sous le nom de Ted, il leur demande de l'aide pour sortir un bateau à voile de sa voiture, une coccinelle Volkswagen. 4 refusent et une l'accompagne jusqu'à sa voiture, mais voyant qu'il n'y a pas de bateau, s'enfuit en courant. 3 autres témoins le voient approcher Janice Ann Oates, 23 ans, un agent de probation au King County Juvenile Court. Avec l'histoire du bateau à voile, on le voit quitter la plage en sa compagnie. Environ 4 heures plus tard, Denise Nelson, une jeune femme de 18 ans qui étudie pour devenir programmeuse informatique, quitte un pique-nique pour se rendre aux toilettes et ne revient pas. Bundy dira plus tard qu'Oates était toujours vivante lorsqu'il est revenu avec Naslund et qu'il a forcé l'une d'entre elles à regarder pendant qu'il assassinait l'autre. Une affirmation qu'il rétracte à la veille de son exécution. La police du comté de King, tenant une description détaillée du suspect et de sa voiture, poste des prospectus à travers
Seattle, un portrait robot extrêmement ressemblant est diffusé dans les journaux régionaux et par la station de télévision locale. Ses anciens collègues du DES ainsi qu'un professeur de psychologie de l'université de Washington reconnaissent la description, le portrait ainsi que la voiture et font donc de Ted Bundy un suspect. Mais les enquêteurs, qui reçoivent alors jusqu'à 200 indices par jour, croient initialement qu'il est peu probable qu'un étudiant en droit d'apparence soignée et sans dossier criminel en tant qu'adulte puisse être coupable. Le 6 septembre, soit près de 2 mois plus tard, 2 chasseurs de tétras trébuchent sur les restes d'Oates et Naslund, près d'une route de service d'Issaquah, 3 km à l'est du parc d'État du lac Sammamish. Un fémur supplémentaire et plusieurs vertèbres trouvées sur le site seront plus tard identifiées par Bundy comme appartenant à Georgian Hawkins. 6 mois plus tard, les crânes et les mâchoires de Healy, Rancourt, Park et Paul sont retrouvés à Taylor Mountain, où Bundy se promenait fréquemment, à une quinzaine de kilomètres au sud-est d'Issaquah. Tous montrent d'importantes blessures provoquées par l'usage d'un instrument contondant. En août 1974, Bundy reçoit une seconde admission à la faculté de droit de l'université de l'Utah et déménage à Salt Lake City, laissant Elizabeth Glover à Seattle. Bien qu'il lui téléphone souvent, il fréquente au moins une douzaine d'autres femmes. Alors qu'il est en première année de droit pour la deuxième fois, il était dévasté d'apprendre que d'autres étudiants en droit avaient quelque chose, une certaine capacité intellectuelle qu'il n'avait pas. Il trouva les cours complètement incompréhensibles. Ce fut une grande déception pour moi, dit-il. Quelque temps durant l'année, il habite en Utah. Pendant cette période, il est baptisé au sein de l'église mormone, même s'il n'est pas un participant actif au rite et qu'il ignore la plupart des restrictions imposées par cette église. Pourtant, lorsqu'on lui demande sa religion au moment de son arrestation, Bundy répond méthodiste, la religion de son enfance. Une nouvelle vague d'homicides commence le mois suivant, dont 2 pour lesquels les victimes ne sont découvertes qu'après que Bundy avoue, peu avant son exécution. Le 2 septembre, dans l'Idaho, il viole et étrangle une autostoppeuse non identifiée, puis retourne le jour suivant pour photographier et démembrer le cadavre. Le 2 octobre suivant, il enlève Nancy Wilcox, 16 ans, à Holiday, banlieue de Salt Lake City, et l'emmène dans le bois dans le but, selon ses propres termes, de désescalader ses pulsions pathologiques. Son intention aurait ainsi été de la violer avant de la relâcher. Toutefois, il l'étrangle accidentellement, selon lui. En tentant de la faire taire, ses restes sont enterrés, dit-il, quelque part près du parc national de Capitol Reef, quelques 350 km au sud de Delaware, mais n'ont jamais été retrouvés. Le 18 octobre, Melissa Ann Smith, 17 ans, fille du chef de la police de Midvale, Louis Charles Smith, disparaît après avoir quitté une pizzeria. Sa dépouille entièrement dénudée est retrouvée à Summit Park. 9 jours plus tard, son autopsie indique qu'elle a pu rester en vie jusqu'à 7 jours après sa disparition. Le 31 octobre, environ 40 km au sud de Lehi, toujours dans l'Utah, Laura Ann Haim, également âgée de 17 ans, disparaît après avoir quitté un café peu après minuit. Sa dépouille entièrement dénudée est retrouvée par des randonneurs non loin de l'American Fork Canyon, dans les montagnes Wasatch, le jour de l'action de grâce. Les femmes ont toutes deux été abattues, violées et sodomisées, puis étranglées avec une paire de bas en nylon. Des années plus tard, Bundy décrit ses rituels post-mortem avec les restes de Smith et Haim, y compris le lavage de leurs cheveux et l'application de maquillage. Le 8 novembre, lors d'une soirée pluvieuse à Murray,
aborde une opératrice téléphonique de 18 ans, Carol Darange, à proximité du centre commercial Fashion Place, à 1 km du restaurant de Midvale où Melissa Ann Smith a été vue pour la dernière fois. Il s'identifie en tant qu'agent Roseland du département de police de Murray, dit à Darange que quelqu'un a essayé de voler son automobile et lui demande de l'accompagner au poste pour remplir une plainte. Lorsque Darange lui signale qu'il conduit sur une route qu'il ne mène pas au poste de police, il se gare immédiatement dans l'accotement et essaye de la menotter. Darange se débat. Bundy ferme par erreur les deux menottes au même poignet. Darange parvient à ouvrir la porte de la voiture et à prendre la fuite plus tard durant la soirée. Deborah Kent, une lycéenne de 17 ans de Bountiful, dans l'Utah, à environ 30 km de Murray, disparaît après avoir quitté une pièce de théâtre de l'école afin d'aller chercher son frère. Le professeur de théâtre ainsi qu'une autre étudiante déclarent à la police qu'un étranger leur a demandé de l'accompagner dans le parking afin d'identifier une voiture. Une autre étudiante voit plus tard le même homme dans le fond de l'auditorium et le professeur d'art l'aperçoit encore un peu de temps après la fin de la représentation. À l'extérieur de l'auditorium, les enquêteurs retrouvent une clé qui déverrouille les menottes enlevées du poignet de Carol Darange. En novembre, Elizabeth Cluffer, dont les lectures l'ont informée de la disparition de jeunes femmes autour de Salt Lake City, appelle la police du comté de King une deuxième fois. L'agent Randy Hergesheimer de l'unité des crimes majeurs l'interroge en détail pendant ce temps. Les suspicions sur Bundy se sont considérablement renforcées, mais le témoin du lac Sammamish, considéré comme le plus fiable par les enquêteurs, ne parvient pas à l'identifier. Lors d'une séance d'identification photographique, en décembre, Elizabeth Cluffer appelle Delmar Larson, le shérif du comté de Salt Lake City, et lui fait part de ses doutes. Le nom de Bundy est ajouté à la liste de suspects, mais à ce stade, aucune preuve sérieuse ne le lie au crime de l'Utah. En janvier 1975, Ted Bundy retourne à Seattle
d'urgence de l'État de Washington, dont Carol Ann Boone, lui rendent visite à Salt Lake City et reste à son appartement pendant une semaine. Bundy passe une semaine à Seattle avec Elizabeth Klopfer. Au début de juin, ils évoquent un mariage pour le Noël suivant. Une fois de plus, Klopfer ne mentionne aucune de ses discussions avec la police du comté de King et le bureau du shérif du comté de Salt Lake. Et Bundy ne révèle ni la relation qu'il entretient avec Boone, ni sa relation simultanée avec une étudiante en droit de l'Utah, connue sous le pseudonyme de Kim Andrews, ou Sharon Herb. Le 28 juin, Susan Curtis disparaît du campus de l'université Brigham Young à Provo dans l'Utah, environ 70 km au sud de Salt Lake City. Le meurtre de Curtis est le dernier qu'avoue Bundy, enregistré sur cassette peu de temps avant son exécution. Le corps de Wilcox, Kent, Cunningham, Curtis et Oliverson n'ont jamais été retrouvés. Dans l'État de Washington, les enquêteurs ont tous de la difficulté à analyser la série de meurtres du Nord-Ouest Pacifique qui prend fin aussi abruptement qu'elle a commencé, avec la volonté de trouver un sens à une quantité incroyable d'informations. Ils ont recours à la stratégie alors innovatrice de compiler une base de données. Ils utilisent l'ordinateur des Bay du comté de King, une grosse machine primitive comparée aux standards contemporains, mais la seule disponible pour leurs besoins. Après avoir saisi les multiples listes qui ont compilé collègues de classe et amis de chaque victime, propriétaire de Volkswagen nommé Ted, délinquants sexuels connus, etc. Ils lancent l'ordinateur sur la recherche de coïncidences. De plusieurs milliers de noms, 26 se retrouvent sur 4 listes différentes. L'un d'eux est celui de Ted Bundy. Les policiers compilent également une liste de leurs 100 meilleurs suspects, et Bundy est aussi sur cette liste. Il est littéralement sur le dessus de la pile des suspects quand l'annonce de son arrestation arrive de l'Utah. Le 16 août 1975, Bundy est arrêté par Robert Allen Hayward, sergent de la police de la route de l'Utah, à Granger, une ville en banlieue de Salt Lake City, aujourd'hui appelée West Valley City. Hayward a observé Bundy traverser une zone résidentielle dans les heures précédant l'aube. Bundy a fui la zone à toute vitesse après avoir vu la voiture de police. L'agent fouille la voiture après avoir remarqué que le siège passager avant de la coccinelle Volkswagen a été retiré et placé sur le siège arrière. Il trouve un masque de ski, un deuxième masque fabriqué avec des bas de collants en nylon, un pied de biche, des menottes, des sacs poubelles, une bobine de corde, un pic à glace et d'autres articles qui lui semblent au départ pouvoir être des outils de cambriolage. Bundy explique que le masque de ski est destiné à la pratique de cette activité sportive, qu'il a trouvé les menottes dans une benne à ordures ménagères et que les autres objets sont des articles ménagers courants. Cependant, l'enquêteur Gerald Sylvester Thompson se souvient de la description similaire d'un suspect et de la voiture ayant servi à l'enlèvement de Carol Tarrange en novembre 1974, correspond au nom de Bundy d'après l'appel téléphonique de Klopfer en décembre 1974. Lors de la fouille de l'appartement de Bundy, la police trouve un guide des stations de ski du Colorado avec une annotation du Wildwood Inn et une brochure annonçant le spectacle de la Viewmont High School à Bountiful, où Deborah Kent a disparu. La police ne dispose pas de preuves suffisantes pour garder Bundy en détention et il est libéré. Bundy déclare plus tard que les policiers sont passés à côté d'une collection cachée de photographies Polaroid de ses victimes qu'il a détruites après sa libération. La police de Salt Lake City place Bundy sous surveillance 24 heures sur 24 et Jerry Thompson va en avion à Seattle
également d'autres objets tels que des gants chirurgicaux, un couteau oriental dans un étui en bois qu'il gardait dans sa boîte à gants et un sac plein de vêtements pour femmes. Bundy est perpétuellement endetté et Klopfer soupçonne qu'il a volé presque tout ce qui a une valeur significative parmi ce qu'il possède. Quand elle l'interroge concernant un nouveau téléviseur et une nouvelle chaîne stéréo, il l'avertit: si tu le dis à quelqu'un, je te tordrai le cou. Elle explique que Bundy était très contrarié chaque fois qu'elle envisageait de se couper les cheveux, qui étaient longs avec l'arrêt au milieu. Elle se réveille parfois au milieu de la nuit pour le trouver sous les couvertures avec une lampe de poche examinant son corps. Les enquêteurs confirment que Bundy n'était pas avec Klopfer les nuits où les victimes du Nord-Ouest ont disparu, ni le jour où Holt et Naslund ont été enlevés. Peu après, Klopfer est interrogé par Kathleen McShannon, chargée d'enquête sur les homicides à Seattle, et apprend l'existence de Stephanie Brooks et sa brève liaison avec Bundy vers Noël 73. Le 19 septembre 1975, Bundy vend sa Volkswagen Coccinelle à Brian, un adolescent de 17 ans résidant à Mid-Valley de l'Utah, la confisque et les techniciens du FBI démontent et fouillent la voiture. Ils trouvent des cheveux correspondant à des échantillons provenant du corps de Kerin Campbell. Plus tard, ils identifient également des mèches de cheveux microscopiquement indistinguables de celles de Melissa Ann Smith et Carol Tarranch. Le spécialiste du laboratoire du FBI, Robert Neal, conclut que la présence dans une voiture de mèches de cheveux correspond à 3 victimes différentes qui ne se sont jamais rencontrées auparavant, et une coïncidence d'une rareté époustouflante. En octobre 1975, les policiers placent Bundy dans une salle d'identification. Tarranch l'identifie immédiatement comme l'officier Roseland et des témoins de Bundyful le reconnaissent comme l'étranger aperçu à l'auditorium du lycée devant laquelle Devra Kent a été enlevée. Il n'y a pas suffisamment de preuves pour le lier à Devra Kent, dont le corps n'a jamais été retrouvé, bien qu'un fragment de squelette trouvé près de l'école ait plus tard été identifié comme étant celui de Kent par analyse de son ADN. Mais il y en a suffisamment pour l'accuser d'enlèvement aggravé et de tentative d'agression criminelle dans l'affaire Tarranch. Le 20 novembre, il est libéré sous caution de $15 000 payés par ses parents et passe la plupart du temps jusqu'au procès à Seattle dans la maison de Klopfer. La police de Seattle n'a pas de preuves suffisantes pour l'inculper dans les meurtres du Nord-Ouest, mais le garde sous étroite surveillance. Il y a des mois sortions sur le porche pour aller quelque part, écrit Klopfer. Tant de voitures de police banalisées démarraient que cela ressemblait au début de l'Indy 500. Le 13 novembre 1975, les 3 principaux enquêteurs sur l'affaire Bundy, c'est-à-dire Jerry Thompson de l'Utah, Robert Keppel de Washington et Mike Fisher du Colorado, se rencontrent à Aspen dans le Colorado et échangent des informations avec 30 enquêteurs et procureurs de 5 États américains. Alors que les responsables quittent la réunion, convaincus que Bundy est le meurtrier qu'ils recherchent, ils conviennent que des preuves plus solides seront nécessaires avant qu'il ne puisse être accusé de l'un des meurtres. Le 23 février 1976, le procès de Ted Bundy pour l'enlèvement de Carol Tarranch s'ouvre devant la 3e cour de district de Salt Lake City. Sur les conseils de son avocat, John O'Connell, Bundy renonce à son droit à un jury en raison de la publicité négative entourant l'affaire. Le 1er mars, le juge Stewart Hanson Jr. le reconnaît coupable d'enlèvement aggravé de tentative d'agression criminelle. Le 30 juin, il est condamné à une peine indéterminée allant de 1 à 15 ans d'emprisonnement et est immédiatement incarcéré à la prison d'État de l'Utah à Draper. Le 19 octobre, il est retrouvé caché dans des buissons de la cour de la prison avec un kit d'évasion, carte routière, horaire des compagnies aériennes
carte de sécurité sociale. Et il passe plusieurs semaines à l'isolement. Quelques jours plus tard, les autorités du Colorado l'accusent formellement du meurtre de Karen Campbell. Après une période de résistance, il accepte l'extradition et est transféré à Aspen. Le 28 janvier 1977, le transfert est assuré par Mike Fisher du bureau du procureur du 9e district judiciaire du Colorado. L'audience préliminaire débute le 4 avril et l'instruction pour le meurtre de Karen Campbell restera à ce stade puisqu'après la première évasion de Ted Bundy, la date d'ouverture du procès initialement fixée au 14 novembre est reportée au 9 janvier 1978. La prison du comté de Pitkin, située sous le palais de justice d'Aspen, ne pouvant légalement accueillir un suspect plus de 30 jours, Ted Bundy est transféré dans celle du comté de Garfield à Glenwood Springs. Le 13 avril, arrêté, il s'évade à 2 reprises de prison, dont une fois de façon spectaculaire de la prison du comté de Garfield dans le Colorado, le 30 décembre 1977. Le 10 janvier 1978, Ted Bundy est placé sur la liste des 10 criminels les plus recherchés par le FBI. Le 11 février 1978, il manque de peu d'être arrêté par Keith Harris, un adjoint du shérif du comté de Léon, qui l'a vu verrouiller et déverrouiller la portière d'une Toyota volée avec une plaque d'immatriculation utilisée lors d'une tentative d'enlèvement 3 jours plus tôt. Le 15 février 1978, il est arrêté, cette fois-ci définitivement, par l'officier de police David Lee Acola, en Floride. Le 24 juillet 1979, après avoir assuré sa défense lui-même grâce à ses études de droit et l'assistance de 5 avocats, il est reconnu coupable de 2 assassinats, ceux de Lisa Janet Levy et de Margaret Elizabeth Bowman, de 3 tentatives d'assassinat sur Kathy Kleiner Rubin, Karen Chandler et Cheryl Thomas, et de 2 cambriolages. Le 31 juillet 1979, le juge de la cour de circuit du comté de Dade, Edward Cowart, le condamne 2 fois à mort, une pour chaque charge d'assassinat, et lui adresse les mots suivants, restés célèbres. Le tribunal est parvenu à la conclusion que ces 2 meurtres étaient effectivement odieux, atroces et cruels, et qu'ils étaient d'une extrême sauvagerie, d'une férocité ignoble, monstrueux, et le produit d'un dessein visant à infliger un haut degré de souffrance et d'une absence totale de compassion pour la vie humaine. Le tribunal, indépendamment de, mais en accord avec la sentence consultative rendue par le jury, impose donc la peine de mort à l'accusé Theodore Robert Bundy. Il est en outre ordonné que, à une telle date prévue, vous serez mis à mort par un courant électrique suffisant pour causer votre mort immédiate, et ce courant électrique continuera de circuler dans votre corps jusqu'à ce que vous soyez mort. Prenez soin de vous, jeune homme, et je vous le dis sincèrement, prenez soin de vous. C'est une tragédie pour ce tribunal d'assister à un tel gâchis total, je pense, d'humanité, le plus gros dont j'ai fait l'expérience dans ce tribunal. Vous êtes un jeune homme intelligent. Vous auriez fait un bon avocat. J'aurais beaucoup aimé vous voir exercer devant moi. Mais vous avez choisi une autre voie, mon pote. Prenez soin de vous. Je n'ai aucune animosité envers vous. Je tenais, vous le sachiez. Témoignage de Carl Darange, sa victime qui lui avait échappé 5 ans plus tôt dans l'Utah, et les empreintes de dents qu'il avait laissées sur les fesses de Lisa Janet Levy, étudiante tuée lors de l'attaque de la résidence étudiante de la sororité Chi Omega le 15 janvier 1978, se sont avérés être des éléments décisifs dans cette première condamnation à mort de Ted Bundy. Le 7 janvier 1980, un nouveau procès pour meurtre s'ouvre. Cette fois à Orlando, Ted Bundy y est accusé
9 ans plus tard dans l'enceinte de la prison de Stark. Anne Boone rend visite à Ted Bundy dans le couloir de la mort et lui donne un bébé parloir, une petite fille nommée Rose, le 24 octobre 1981. En 1986, Carol Ann Boone divorce et quitte la Floride après qu'il a avoué certains de ses crimes et que des rumeurs lui prêtant une relation avec Diana Venner, une avocate de la défense venue de Sarasota, ressemblant furieusement à plusieurs de ses victimes, se sont débruitées. Il est exécuté sur la chaise électrique le 24 janvier 1989 à la prison d'État de Floride. Il a effectué plusieurs appels et en tout 4 ordres d'exécution seront signés. Les avocats ont tout tenté, notamment de le faire passer pour irresponsable lors de ses procès quand il assurait sa propre défense. Pour que les jugements soient invalidés, ils ont vainement tenté de marchander avec la justice d'ultime report de son exécution en échange, dans un premier temps, de sa collaboration dans la recherche d'un autre tueur en série sévissant à Seattle. Gary Ridgway, dit le tueur de Green River, arrêté en 2001, et pour finir de la révélation des lieux où il avait abandonné le corps d'autres de ses victimes. 17 heures avant son exécution, Bundy accepte de répondre dans une interview exclusive aux questions du docteur James Thompson, président de Focus on the Family. Il révèle que c'est la pornographie qui a nourri sa folie sexuelle. Comme une drogue, vous conservez une excitation insatiable jusqu'à ce que vous atteigniez le point où la pornographie ne peut aller plus loin. Au fond, j'étais une personne normale. J'avais de bons amis, je vivais une vie normale, sauf pour cette seule part, petite, mais très puissante, très destructrice, que je gardais très très secrète. Cependant, cette soudaine excuse concernant la responsabilité de la pornographie est très cassée par les biographes. Le cas de Ted Bundy est un véritable choc pour l'Amérique, qui jusque-là considérait les tueurs en série comme des fous vivants exclus du monde. Ted Bundy était exactement le contraire, un homme qui avait tout pour réussir et dont personne ne se doutait qu'il eût pu être un meurtrier. Le jour de la sentence de la prison de Stark, se sont rassemblés devant le pénitencier près de 2000 personnes qui célèbrent son exécution dans la liesse. Après une incinération au funérarium Williams Thomas de Gainesville, ses cendres sont dispersées selon ses vœux dans la chaîne des cascades où il s'est débarrassé des dépouilles de plusieurs de ses victimes. Ted Bundy est aujourd'hui considéré comme l'un des pires tueurs en série de l'histoire des États-Unis. Je sais pas, je crois que ça a été long. Je sais pas si vous avez tenu jusqu'au bout. Moi j'en peux plus. Voilà, je suis un peu rebué. Ça fait beaucoup d'informations. J'ai fait aucun commentaire. Ou quasi aucun. Parce que voilà, ça fait beaucoup d'informations. Voilà, je préférais faire l'histoire en entier plutôt que commenter. Voilà. Donc voilà, je vais pas en rajouter, hein, c'est assez long comme ça. Donc si vous êtes arrivé jusque là, mettez un emoji couteau dans les commentaires. Voilà. Bon, c'est un peu limite, mais faites-le. Mettez cet emoji dans les commentaires pour voir qui a tenu jusque là. Ça me ferait super plaisir de vous voir. Voilà. Et si ça vous dit, je mettrai vos pseudos dans la prochaine vidéo pour montrer qui sont les vrais qui tiennent jusqu'au bout. Même si honnêtement, je peux lancer le pari, je suis sûr qu'il n'y a personne ici et que je suis en train de parler seul. Ouais. Donc voilà, si il y a des gens, voilà, emoji couteau, faites-vous plaisir. S'il n'y a personne, pas grave. Voilà, sur ce, salut, hein. J'en ai assez dit, voilà, c'est assez long comme ça.